Bonjour et bienvenue sur cette formation sur les sources de financement de biens à but locatif. Alors, je vais vous présenter un peu la composition de cette formation. Donc, tout d'abord, je vais commencer par une brève introduction, puis je vais vous présenter en fait le premier moyen de financer un bien à but locatif, donc qui sont les prêts bancaires. Alors je précise bien depuis tout à l'heure que c'est uniquement pour les biens à but locatif, ainsi les prêts de type prêt à taux zéro ne seront pas abordés, car ce sont des prêts qui sont uniquement disponibles lors de l'achat d'une résidence principale. Donc dans cette première partie, je vais d'abord répondre aux questions combien d'argent puis-je emprunter auprès de la banque, quel crédit utiliser, parce que la banque propose plusieurs types de formules de prêt et on va voir quelles sont les plus intéressantes selon votre situation. Enfin, je vais essayer de vous expliquer à quoi correspondent les taux d'intérêt, donc ce que l'on voit partout quand on dit des prêts à 1,5% par exemple. Et enfin, je vous parlerai de l'assurance, donc qui est une obligation lorsque l'on souscrit un prêt auprès d'une banque. Enfin, la deuxième partie sera consacrée à l'apport personnel, c'est-à-dire à l'argent que l'on a de côté et que l'on souhaite investir. Je finirai ensuite par un bilan sur cette formation et je vous délivrerai les conseils qui me semblent adaptés et que je tire en fait de ma propre expérience ou de l'expérience d'autres personnes avec lesquelles j'ai pu échanger. Alors d'où m'est venue l'idée de cette formation? En fait, je vois beaucoup de personnes qui se disent bon, j'ai envie de me lancer dans l'investissement immobilier parce que c'est quelque chose de très intéressant, mais ils savent pas vraiment par où commencer. Et pour moi, le commencement, c'est vraiment la source de financement, parce que sans financement, vous n'arriverez pas à acheter un bien immobilier et donc à investir. Donc, certaines personnes se disent, voilà, je sais pas où trouver l'argent, est-ce que je peux avoir assez d'argent, est-ce que même en gagnant 1000 euros par mois, est-ce que je peux investir? Donc voilà, je vais essayer de répondre à toutes ces questions en présentant les différentes formules qui permettent de financer un bien immobilier. Alors, dans un premier temps, je vais aborder le sujet du prêt bancaire et vous montrer pourquoi est-ce que cela peut être très intéressant de souscrire un prêt bancaire lorsque l'on veut investir dans l'immobilier. Alors voilà, les prêts immobiliers, si vous vous êtes un peu renseigné, vous avez vu que cela coûtait quand même une certaine somme d'argent. Et à moins d'être très fortuné, il est vraiment difficile de pouvoir poser l'argent nécessaire sur la table sans souscrire à un prêt. En effet, voilà, des appartements à moins de 50 000 euros, c'est très difficile à trouver. 50 000 euros, c'est uniquement dans certaines zones. Voilà, sinon on peut vite monter à 100 000 euros et même au-delà si on touche à la région parisienne. Donc en fait, en empruntant, vous allez ainsi pouvoir demander à la banque de vous fournir le capital nécessaire pour réaliser votre investissement. C'est-à-dire que vous allez faire une augmentation de votre capital auprès de la banque. En plus, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez faire travailler de l'argent qui ne vous appartient pas encore. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, quand je dis faire travailler de l'argent, ça veut dire investir, tout simplement. Vous allez acheter un appartement, donc vous allez placer une certaine somme d'argent qui va vous rapporter chaque mois de l'argent grâce au loyer que vous allez toucher. En empruntant, en fait, donc vous allez utiliser l'argent qui appartient à la banque et pas encore à vous, et que vous allez faire travailler pour vous rapporter des loyers. Donc c'est vraiment très intéressant parce que vous pouvez placer de l'argent que vous n'avez pas encore en fait. De plus, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la réalisation de bonnes affaires. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Une bonne affaire immobilière pour moi, c'est une affaire avec laquelle vos loyers vont rembourser vos mensualités. Alors les mensualités, c'est ce que vous remboursez chaque mois à la banque lorsque vous souscrivez un prêt. Ainsi, si vos loyers sont supérieurs à vos mensualités, non seulement votre prêt ne vous coûtera rien, et en plus, vous pourrez même faire des bénéfices si vos loyers sont vraiment très supérieurs à vos mensualités. Ainsi, on peut dire que vos locataires remboursent votre emprunt
et à la fin de la durée de votre emprunt, ils vous auront en plus payé totalement votre bien immobilier. Donc c'est vraiment une opération qui est totalement gagnante. Alors maintenant que je vous ai montré pourquoi est-ce qu'emprunter est vraiment quelque chose d'intéressant, on va se poser la question de quelle somme puis-je emprunter auprès de la banque. Alors cette question est extrêmement importante. En effet, elle est à la base de tout projet d'investissement. Sans définir un budget à l'avance, vous ne pourrez pas cibler les types de biens que vous pouvez acquérir. En effet, si votre banquier vous dit, voilà, vous pouvez emprunter 200 000 euros au maximum. Dans ce cas, cela ne sert à rien de faire des recherches pour des biens qui coûtent au-delà de 200 000 euros, parce que vous n'avez pas les moyens de vous les offrir. Donc c'est vraiment important de savoir quelle est sa capacité d'emprunt pour ensuite avoir un budget et cibler les bons biens. Parce que si vous ne commencez pas par là, vous allez perdre beaucoup de temps. Et donc votre premier investissement arrivera plus tard temporellement. Et si vous perdez du temps, vous perdez de l'argent car vous perdez des loyers. Donc maintenant, on va s'intéresser à comment est-ce que je calcule ma capacité d'emprunt. Alors en fait, la règle, c'est de dire que ma capacité d'emprunt vaut 33% de mes revenus nets. Alors en fait, cette règle des 33%, elle va venir vous sécuriser en fait. C'est-à-dire que en respectant ces 33%, normalement, vous serez toujours en possibilité de pouvoir rembourser vos mensualités. Et c'est extrêmement important de rembourser ces mensualités car lorsque vous contractez une dette auprès de la banque en faisant un crédit, vous devez absolument la rembourser. Voilà, vous n'avez pas le choix ou sinon vous vous exposez à de graves problèmes. Donc en fait, respecter cette règle des 33%, eh bien, ça permet d'avoir une bonne sécurité sur le remboursement de vos mensualités. Ensuite, je préconise toujours de garder une avance d'au moins 6 mois pour avoir de la sécurité. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons qu'avec votre train de vie habituel, vous avez besoin de 1 000 euros par mois pour vivre. Dans ce cas, je conseille toujours d'avoir 6 000 euros de côté et débloquables tout de suite. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça ne sert à rien, c'est de l'argent que je pourrais faire travailler. Alors, c'est vrai, mais imaginez que vous partez à l'étranger et que pour X ou Y raison, vous devez revenir en France immédiatement. Et dans ce cas, vous allez devoir payer des billets d'avion qui coûtent peut-être très cher. Ou autre exemple, s'il vous arrive quelque chose et que vous devez avancer des frais d'hôpitaux, eh ben, il faut être capable immédiatement de les payer. Donc c'est pour ça que vraiment avoir de la sécurité, c'est important. Non seulement d'un point de vue personnel, mais aussi lorsque vous serez propriétaire immobilier. En effet, si vous tombez sur des locataires qui sont peu respectueux, que vous devez faire des travaux en urgence, s'il y a une fuite, des choses comme ça, il faut être capable de les rembourser. Et donc, dans ce cas-là, vos 6 000 euros, vous serez bien content de les avoir. Alors, donc maintenant que je vous ai expliqué un petit peu la théorie sur la capacité d'emprunt, je vais l'illustrer par un exemple en fait. Alors, prenons le cas de quelqu'un qui est salarié. Donc, imaginons qu'il soit vendeur, par exemple, et il gagne 1 500 euros net par mois. De plus, il a déjà réalisé un investissement immobilier et il reçoit donc un loyer de 500 euros. Et pour réaliser cet investissement, il s'est endetté et paye donc des mensualités de 300 euros par mois. Ainsi, ses revenus nets seront égaux à la somme de ses revenus salariaux plus du loyer perçu, donc 1500 plus 500, moins les mensualités, donc 300 euros, ce qui équivaut à un revenu net de 1700 euros. La capacité d'emprunt mensuel de cette personne sera donc de 33% fois 1700 euros, soit 561 euros mensuels. Donc ça va être la mensualité maximum qu'il va pouvoir avoir en souscrivant un nouveau prêt. Donc si il emprunte sur 30 ans avec de telles mensualités, en négligeant les intérêts pour donner une première approximation de budget, la personne pourra donc emprunter 200 000 euros.
Ainsi, elle a défini son budget maximum et elle ne va pouvoir se consacrer que sur des biens situés entre 0 et 200 000 euros. Ça ne va servir à rien d'aller au-delà de 200 000 euros. Donc maintenant qu'elle a son budget, c'est un bon point de départ pour pouvoir cibler des types de biens. Maintenant, je vais aborder la question quel crédit utiliser. En effet, les banques proposent plusieurs types de formules de prêt et il est important de connaître toutes les options qui s'offrent à vous pour choisir la plus adaptée à votre situation. En effet, il n'y a pas de recette miracle en disant voilà, tel type de formule est la plus intéressante pour tout le monde. Non, cela va dépendre de votre situation financière et personnelle. Alors, je vais commencer par ce qu'on appelle le prêt amortissable, qui est en fait la formule la plus courante et la plus connue lorsque l'on pense à un crédit immobilier. Au moment du contrat, on définit avec le banquier une somme fixe à emprunter ainsi qu'une durée fixe de remboursement. Une fois que ceci va être fixé, des intérêts vont être définis. Alors les intérêts, on verra un peu plus en détail ce que c'est plus tard, mais c'est avec ça que la banque va gagner de l'argent et ce que vous allez payer à la banque par mois pour, entre guillemets, la remercier de vous avancer de l'argent. Et ensuite, des mensualités fixes, donc c'est-à-dire que chaque mois, durant, par exemple, 30 ans, si la durée vaut 30 ans, vous allez payer les mêmes mensualités. Donc c'est ainsi que vous allez rembourser la banque. Alors, prenons l'exemple de quelqu'un voilà, qui a vu un bien et pour ça, il souhaite emprunter 120 000 euros, intérêts compris. Il souhaite emprunter sur une durée de 10 ans et donc par un petit calcul, voilà, on se rend compte que les mensualités valent 1000 euros. Donc c'est un calcul très simple, hein, il suffit de diviser 120 000 euros par 10 puis par 12. Donc 10 parce que 10 ans et 12 parce qu'il y a 12 mois en une année. Et on tombe sur les mensualités de 1000 euros. Donc ça, c'est vraiment la formule la plus courante à laquelle tout le monde pense lorsque on entend le mot crédit immobilier. Ensuite, je vais vous parler d'une formule un peu plus particulière qui s'appelle le prêt progressif. Alors, comme dans le prêt amortissable, lorsque vous allez signer le contrat, vous allez définir une somme fixe à emprunter dès le départ, donc qui ne sera pas modifiable par la suite. Une durée à nouveau qui va être fixe, des intérêts, et enfin, vous allez avoir des mensualités évolutives. Alors, ça veut dire que vos mensualités vont évoluer au fur et à mesure que vous remboursez votre prêt. Alors ainsi, par exemple, vous allez choisir de rembourser sur la première moitié, par exemple, 200 euros, puis vous allez dire que sur les 5 prochaines années, vous allez payer 300 euros à la banque. Donc ça, en fait, ça va être suivant un calendrier que vous allez définir à l'avance avec votre banquier. Alors ça, en fait, c'est une formule qui peut être très intéressante pour les personnes qui ont un métier avec de fortes perspectives d'évolution et surtout de fortes perspectives d'évolution salariale. En fait, cela va vous permettre d'adapter vos mensualités à vos revenus. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant si vous avez de fortes perspectives d'évolution. Donc, prenons un exemple. Donc, la première ligne du tableau, l'exemple grand A. Donc, quelqu'un qui souhaite emprunter 120 000 euros intérêts compris, donc sur une durée de 10 ans. Et donc, sur les 3 premières années, il décide de payer 600 euros, les 3 d'après 800 euros, et les 4 dernières années, 1450 euros par mois. Donc, à la fin, il aura bien remboursé les 120 000 euros. Donc, autre exemple de calendrier, toujours dans le cas d'une personne empruntant 120 000 euros sur 10 ans, elle peut choisir de payer 800 euros pendant 5 ans, puis 1200 euros pendant 5 ans. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez un petit peu jongler pour que vos mensualités s'adaptent à votre situation, que ce soit une situation familiale, personnelle ou salariale, que vous avez définie par contre à l'avance avec votre banquier. C'est vraiment au moment de la signature que votre calendrier de remboursement sera défini.
Alors, le cas particulier du prêt progressif, c'est le prêt qu'on appelle avec différé. Donc, ça veut dire que pendant 24 mois, par exemple, ou pendant 12 mois, enfin une certaine durée, seuls les intérêts seront payés à la banque. Donc, c'est-à-dire que vous allez payer, par exemple, uniquement 20 euros par mois à la banque et que vous allez commencer à rembourser au bout de 24 mois, si vous avez choisi de faire 24 mois avec différé. Ainsi, lorsque vous allez louer votre appartement sur les 24 mois, vous allez faire énormément de bénéfices parce que vous allez toucher vos loyers sans rembourser la banque. Donc vos loyers vont arriver directement dans votre poche. Alors pourquoi est-ce que c'est extrêmement intéressant de faire ça? Alors c'est extrêmement intéressant, notamment dans le cas où vous achetez un bien avec beaucoup de travaux à réaliser. En effet, faire des travaux, cela prend du temps. Et donc, en repoussant votre remboursement, vous n'allez pas perdre d'argent pendant les travaux, ou alors uniquement 20 euros par mois, ce qui est vraiment peu. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que lorsque l'on investit en immobilier, la première règle, avant de vouloir gagner de l'argent, c'est d'apprendre à ne pas en perdre. Ensuite, la deuxième bonne raison de faire un prêt avec différé, c'est que vous allez très vite créer une trésorerie importante. En effet, en récupérant des loyers sans rembourser la banque, vous allez très vite faire beaucoup de bénéfices. Et alors, avoir une trésorerie, c'est extrêmement important au cas où il y a des travaux à financer pour plus tard, au cas où il y a des imprévus avec votre appartement. Donc, c'est vraiment très bien. En plus, une trésorerie pourra être ensuite investie dans un bien immobilier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, la création d'une trésorerie grâce au prêt avec différé. Maintenant, je vais vous parler du prêt à palier lissé qui est extrêmement intéressant lorsque vous cumulez différents types de crédits. Donc ce que j'appelle des TIPS, par exemple crédit à la consommation, crédit immobilier. Donc en fait, les mensualités augmentent, les mensualités de votre nouveau crédit immobilier qui sera un prêt à palier lissé vont augmenter au fur et à mesure que vous finissez de rembourser vos crédits qui sont déjà en cours. Par exemple, pour quelqu'un qui a une limite, par mois, la personne ne peut rembourser que 600 euros et qu'elle a déjà un crédit à la consommation qui est de 300 euros par mois sur une durée de 5 ans, comme on peut le voir dans l'exemple. Eh bien, dans ce cas, son nouveau crédit immobilier qui est à palier lissé, sur les 5 ans du crédit à la consommation, pour arriver à 600 euros, la mensualité du crédit immobilier ne sera que de 300 euros. Et ainsi, on a 300 plus 300 égale à 600, et donc on ne dépasse pas sa limite de remboursement. Puis, lorsque les 5 années sont passées et que le crédit à la consommation est remboursé, eh bien, on va pouvoir augmenter les mensualités du crédit immobilier et ainsi passer à 600 euros pendant 5 ans. Donc ça, pour quelqu'un qui a plusieurs crédits à rembourser, c'est très intéressant car ça permet de bien gérer son endettement et de ne pas finir dans le surendettement et ainsi de se mettre en danger. Alors, nous allons maintenant aborder un cas qui est un petit peu particulier, qui est celui du prêt étudiant. Alors, comme son nom l'indique, le crédit étudiant ne concerne que les personnes qui suivent actuellement des études. Et d'ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'un prêt étudiant, il faut prouver à la banque que vous suivez actuellement des études. Donc, je conseille à tout le monde, même ceux qui ne sont pas étudiants, d'écouter cette partie de la formation pour une politique d'anticipation de votre futur. En effet, vos enfants voudront peut-être un jour à leur tour créer leur propre patrimoine le plus tôt possible, et donc dès qu'ils sont étudiants. Et donc, cela sera très intéressant pour eux que vous puissiez les conseiller sur le crédit étudiant et que vous soyez au courant de cette option. Alors, généralement, je dis généralement parce que ça dépend d'une banque à l'autre, le maximum d'emprunt va de 50 000 euros à 75 000 euros. Alors, vous allez me dire, oui, 50 000 à 75 000 euros, c'est vraiment peu d'argent. Et avec ça, on ne va pas pouvoir acheter un bien immobilier.
Alors, sachez que ça, c'est pas forcément vrai, parce que donc dans certaines villes, vous allez pouvoir vous offrir un appartement. Alors certes, ce sera un petit appartement, mais que vous pourrez tout de même louer. En plus, vous allez pouvoir investir dans des biens un peu plus atypiques, on va dire, donc comme des caves ou des places de parking, qui sont très intéressants et peuvent avoir de très bons rendements. Alors, le gros inconvénient, les deux gros inconvénients même de ce type de prêt, c'est dans un premier temps sa durée, dans un deuxième temps les conditions d'obtention. Alors, en effet, la durée, souvent dans les banques, c'est uniquement pour une durée de 10 ans maximum pour le remboursement. Alors, pour 10 ans maximum, ça veut dire que les mensualités vont être assez élevées et il va vraiment falloir trouver une bonne affaire, même une très bonne affaire, pour que cela devienne rentable et que vous ne perdiez pas d'argent. En plus, il faut avoir de bonnes garanties, c'est-à-dire normalement cela va être vos parents par exemple, qui doivent avoir un bon dossier à présenter à la banque pour pouvoir obtenir une grosse somme lors de l'emprunt. Cependant, voilà, c'est tout à fait possible d'en obtenir si vous présentez un dossier qui est extrêmement rigoureux et très bien classé à votre banquier et qui lui permettent facilement de voir que vous cochez de nombreuses cases liées à l'obtention d'un crédit. Donc ça, voilà, petite anecdote personnelle, c'est avec un crédit étudiant que j'ai moi-même commencé à investir dans l'immobilier. Enfin, ce à quoi il faut être extrêmement attentif lors de la signature du contrat, c'est est-ce que cela va être possible de débloquer tous les fonds au moment de la signature. En effet, certaines banques vont vous dire, OK, on vous donne 75 000 euros, mais on va les débloquer au fur et à mesure de votre scolarité. Alors ça veut dire que vous allez avoir 25 000 euros au moment de la signature, 25 000 euros 2 ans plus tard et 25 000 euros dans 3 ans. Voilà, par exemple. Mais ça, en fait, dans une politique d'investissement immobilier, ça va pas du tout nous plaire parce que nous, on a besoin de ces 75 000 euros immédiatement lorsque l'on arrive chez le notaire et que l'on signe, en fait, l'achat de notre bien. Donc voilà, c'est vraiment très important de savoir si on peut débloquer tous les fonds au moment de la signature du crédit. Enfin, donc pour finir cette partie sur les crédits immobiliers, je vais vous parler du prêt à 110%. Alors contrairement voilà, au point précédent, ce n'est pas une formule, c'est plutôt une option qui est utilisable sur tous les prêts cités précédemment, hormis le prêt étudiant, parce que le prêt étudiant, ce n'est pas vraiment un prêt immobilier. Alors, qu'est-ce que le prêt à 110%? En fait, lorsque vous achetez un bien immobilier, vous allez voir qu'il y a des frais annexes qui vont s'ajouter. Alors, les premiers frais annexes auxquels je pense, ce sont les frais de notaire. Quand vous allez acheter un appartement, vous allez devoir passer par un notaire et celui-ci va prendre une commission en fait lors de l'achat. Et on dit souvent que ces frais de notaire sont élevés à la hauteur de 10% de la valeur d'un bien. C'est pour ça qu'on parle d'un prêt à 110%. Comme autres frais supplémentaires, je pense par exemple à des travaux éventuels que vous allez pouvoir faire financer grâce à ce prêt. En effet, donc en souscrivant un prêt à 110% à la banque, vous allez pouvoir faire passer les frais de notaire et les travaux dans votre emprunt. Donc je vais voilà, l'illustrer par un petit exemple. Donc par exemple, vous avez repéré un bien qui coûte 100 000 euros. Les frais de notaire vont donc coûter 10 000 euros parce que c'est 10% de 100 000 euros. Donc voilà, c'est une valeur qui me paraît peut-être légèrement surévaluée, enfin, quoique ça doit être à peu près bon, parce que quand on dit 10%, c'est de l'à peu près. Hein. Les travaux vont valoir, imaginons 10 000 euros, donc c'est une valeur qui peut arriver très vite pour un studio, par exemple. Donc vous avez un montant total de l'opération qui va valoir 120 000 euros. Et en fait, en souscrivant ce prêt à 110%, vous allez pouvoir emprunter 120 000 euros que vous allez devoir rembourser à la banque. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant pour les personnes qui ont peu de capital de côté.
En effet, vous allez pouvoir investir dans un bien et le mettre en location ensuite sans avoir dépensé le moindre euro le jour de la signature. C'est uniquement l'argent que la banque vous a prêté que vous allez investir immédiatement. Donc ça, pour quelqu'un qui a peu d'épargne, bah, c'est parfait. Et donc ça permet voilà, aux gens disposant de peu de capital de pouvoir tout de même investir. Donc ça, vous voyez, les personnes qui vous disent ah bah non, je peux pas acheter dans l'immobilier, j'ai pas assez d'argent de côté, ça ne marche pas parce que vous voyez qu'avec cette formule, on peut totalement investir dans l'immobilier avec très peu de capital. Donc cependant, avant d'aller chez le banquier pour lui demander un prêt à 110%, vous voyez qu'il faut évaluer les frais de travaux. Donc pour ça, vous avez le droit de demander lors d'une visite d'un bien immobilier, de demander à une entreprise en fait de faire un devis, donc qui va vous donner approximativement le montant des travaux à réaliser pour votre bien. Alors, règle très importante, lorsque vous réalisez des devis auprès d'artisans pour réaliser des travaux dans vos appartements, je conseille toujours de faire 3 devis différents. En effet, vous n'êtes pas à l'abri en fait de tomber sur des personnes qui chiffrent très haut et qui vont faire très grosse marge par rapport à vous, et d'autres au contraire qui vont vous donner des montants qui sont extrêmement faibles et donc peut-être qu'il y a anguille sous roche. Donc c'est vraiment important de faire 3 devis pour ne pas payer trop cher et ne pas se faire avoir avec des personnes qui font du mauvais travail. Donc vraiment, lorsque vous faites des devis, demandez à 3 entreprises afin d'être sûr de choisir le meilleur artisan. Alors nous allons finir cette partie par un petit tableau récapitulatif et bilan des différents avantages et inconvénients de chaque formule. Cependant, ça va être des avantages et des inconvénients qui sont très généraux. Voilà, chaque personne va avoir sa propre situation personnelle et financière qui font que certaines formules vont être très avantageuses pour certains et pourtant elles seront pas du tout avantageuses pour d'autres. Il faut donc bien garder à l'esprit que chaque personne a une situation différente et ainsi que ces avantages et inconvénients sont des avantages et inconvénients très généraux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont adaptés à votre situation. Alors pour le prêt amortissable, pour le prêt amortissable, qui est la formule la plus classique. Donc ça va être justement cet aspect très classique qui va être son principal avantage. En effet, les banquiers ont l'habitude de travailler avec cette notion et ainsi il est beaucoup plus probable qu'ils vous l'accordent. Car voilà, c'est quelque chose dont ils ont l'habitude et comme on dit, l'humain a peur de l'inconnu, et ben, il en va pareil pour les entreprises. Si c'est quelque chose qu'ils connaissent bien, donc notamment les banques, elles vont être beaucoup plus promptes à vous accorder ce type de prêt. Donc vraiment, c'est le gros plus de ce type de crédit. En plus, il y a des intérêts qui sont actuellement très faibles. Alors ça, vous l'avez certainement lu dans des magazines, sur Internet ou vu à la télé. Voilà, actuellement, les intérêts sont extrêmement faibles sur ce type de formule. Donc il faut vraiment en profiter parce que ça va vous permettre de remprunter à moindre coût. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très avantageux sur ce type de formule. Ensuite, nous avons vu le prêt progressif, donc avec les mensualités qui évoluent selon un calendrier prévu à l'avance avec votre banquier. Alors le gros avantage, et surtout dans le cas particulier du prêt avec différé, c'est la création d'une trésorerie grâce à de forts bénéfices qui vont arriver rapidement. Et comme on l'a vu, la trésorerie, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour pallier à des imprévus, pour pouvoir acheter plus facilement lors d'un prochain investissement. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant et je conseille vraiment de procéder à un prêt avec différé car c'est vraiment quelque chose qui va vous aider en tant qu'investisseur immobilier. Alors les gros inconvénients de ce type de prêt, c'est que le banquier va vous le céder avec moins de facilité qu'un prêt amortissable classique. Donc un vrai plus difficile, ça reste tout de même, il est quand même possible de l'obtenir.
C'est-à-dire que si vous arrivez avec un dossier qui est bien préparé, il n'y a pas de raison que vous n'obteniez pas votre prêt avec différé. De plus, les intérêts peuvent être plus élevés si vous prenez un prêt progressif ou un prêt avec différé. Donc, c'est-à-dire que le coût global de votre crédit sera plus cher. Mais cependant, dans une politique à court terme, voilà, d'enrichissement, où chaque mois vous allez vouloir gagner de l'argent avec votre bien, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Enfin, nous avons parlé du prêt à palier lycée, qui est très intéressant si vous avez plusieurs crédits à rembourser en même temps. En effet, ça va vous permettre de gérer parfaitement votre endettement en remboursant toujours la même somme, quel que soit le nombre de crédits que vous remboursez. Donc ça va vraiment permettre de ne pas tomber dans le surendettement et donc de ne pas mettre en difficulté vos finances. Cependant, là aussi, comme la banque en fait va vous faire une certaine faveur, eh bien les intérêts vont être plus élevés, le coût de votre crédit va être plus élevé que si vous prenez un prêt classique. Enfin, nous avons vu le prêt étudiant. Donc, le prêt étudiant, c'est quelque chose qui est un peu à part, qui est uniquement dédié aux étudiants ayant un certificat prouvant qu'ils réalisent des études. Mais c'est quelque chose de très intéressant si vous voulez investir en étant assez jeune, donc notamment pendant vos études. Donc le gros inconvénient, c'est la faible durée de remboursement qui va faire augmenter vos mensualités et qui va rendre difficile l'autofinancement de votre bien et la réalisation de bénéfices. L'autre gros inconvénient, c'est qu'il faut avoir des garants solides, donc ça veut dire des parents qui ont un bon dossier bancaire. Encore une fois, ce qui est très important lorsque vous allez voir le banquier, c'est de bien présenter votre dossier avec quelque chose de très organisé qui montre que vous répondez à toutes les cases que le banquier cherche. Enfin, nous avons vu donc, quelque chose d'un peu particulier qui est plus une option qui est le prêt à 110%, donc qui permet de financer de A à Z votre appartement et tous les frais qui en découlent. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant pour quelqu'un qui a peu de capital et qui souhaite tout de même investir. Parce qu'en effet, il va pouvoir non seulement acheter un appartement, payer les frais de notaire et réaliser les travaux, tout ça financé par la banque. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, surtout dans le cas d'un premier investissement immobilier où on n'a pas forcément beaucoup de capital sur son compte bancaire. Donc ça, vraiment, c'est un gros plus, le prêt à 110%, et je conseille à tout le monde d'utiliser le prêt à 110% si cela est possible, car en effet, le point négatif de cette option, c'est que les banquiers vont vous le céder avec plus de difficultés, mais encore une fois, si vous arrivez à bien négocier et avec un dossier bien carré, ça ne devrait pas poser de problème. Puis je vais vous donner une autre petite astuce qui permet aux banquiers de vous céder un prêt. En fait, vous allez pouvoir dire au banquier que vous souhaitez faire une contrepartie. Ça veut dire qu'il vous dit, vous sentez qu'il est un petit peu réticent à l'idée, par exemple, de vous octroyer le prêt à 110%. Vous allez lui dire, bon bah d'accord, si vous me donnez le prêt à 110%, je suis d'accord pour ouvrir une assurance vie chez vous. En fait, les banquiers, ils vont être extrêmement intéressés par quelqu'un qui va ouvrir des livrets, des assurances vie, qui va souscrire à des options chez lui afin de devenir un vrai client régulier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut penser lorsque l'on veut obtenir un prêt et que cela ne semble pas forcément difficile. Vous pouvez négocier en utilisant une contrepartie. Dans cette partie, nous allons maintenant nous intéresser aux intérêts. Donc voilà, je vous ai beaucoup parlé depuis le début et je vais vous définir maintenant ce que c'est. Alors, nous allons commencer par les intérêts qui sont dits à taux fixe. Qu'est-ce qu'un intérêt à taux fixe? Au moment de la signature du contrat, votre banquier va vous dire, bon, vous allez signer pour telle somme empruntée, pour telle durée, avec un taux annuel de 1% par exemple. Eh bien, ça veut dire que sur toute la durée de votre crédit, vous allez payer 1% par an de la somme empruntée. Et ce pourcentage ne va pas bouger au fur et à mesure que la durée de votre emprunt s'écoule, car c'est un taux fixe. Alors, les banquiers vont en fait utiliser les intérêts comme moyen de gagner de l'argent lorsqu'ils vous prêtent de l'argent. Parce que s'ils ne gagnaient pas d'argent
en vous prêtant de l'argent, il n'aurait aucun intérêt à le faire. Donc plus ce taux va être élevé, plus le crédit va être coûteux. Donc c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention et à bien négocier un taux qui est assez bas. Alors je vais prendre un exemple pour illustrer maintenant mes propos. Donc si quelqu'un souhaite emprunter 120 000 euros sur une durée de 30 ans et qu'il a réussi à négocier un taux annuel de 1% fixe, eh bien son crédit va lui coûter 36 000 euros au final car il aura payé 1% de 120 000 euros pendant 30 ans. Donc sa somme totale à rembourser à la banque sera de 156 000 euros et ses mensualités prenant en compte les intérêts seront de 433,33 euros. Donc là, vous allez me dire, si vous avez bien compris, bah, Victor, si chaque année je paye 1% de 120 000 euros, plus j'emprunte sur une durée courte, moins mon crédit va me coûter cher. Et vous avez totalement raison. En effet, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui emprunte 120 000 euros sur 10 ans avec le même taux de 1%. Eh bien, dans ce cas, son coût de crédit ne sera que de 12 000 euros, car il paiera moins souvent les 1% de 120 000 euros, car il ne le fera que 10 fois contre 30 fois si on l'emprunte 30 ans. Ainsi, sa somme totale à rembourser sera de 132 000 euros contre 156 000 euros. Donc là, on se dit que c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Cependant, si l'on s'intéresse aux mensualités, on voit que la mensualité sera de 1100 euros par mois, ce qui est une mensualité qui est extrêmement élevée pour une somme empruntée de 120 000 euros. En effet, pour que votre bien soit autofinancé ou même réaliser des bénéfices, il va falloir que votre loyer soit supérieur à 1100 euros. Donc c'est quelque chose qui va être très difficilement atteignable. Il faut donc trouver le bon compromis entre un coût de crédit pas trop important et des mensualités qui sont assez faibles pour permettre que votre bien soit autofinancé. Donc oui, emprunter sur une durée courte va permettre de limiter votre coût de crédit, mais emprunter sur une durée longue va favoriser la création de bénéfices chaque mois et l'autofinancement de votre bien. Nous allons maintenant parler du deuxième type d'intérêt, donc ce sont les intérêts qui sont liés à taux variable. Les intérêts à taux variable, c'est un cas qui est assez rare, cependant je tiens à vous le présenter pour que vous soyez au courant de tout l'éventail qu'il vous est possible de rencontrer lorsque vous allez souscrire à un prêt. Alors c'est une formule que je ne recommande pas du tout car elle peut vous faire perdre de l'argent. En effet, lorsque vous allez utiliser un taux variable, vous allez spéculer sur une baisse des taux d'intérêt annuels. En sachant qu'ils sont aujourd'hui très bas, je les vois mal descendre encore. Peut-être que je me trompe, mais je trouve que c'est très risqué de parier sur une baisse des taux d'intérêt. Lorsque vous allez choisir d'utiliser des intérêts à taux variable, vous allez fixer un minimum et un maximum entre lequel votre taux va pouvoir varier. C'est-à-dire que si actuellement les taux sont à 1%, vous allez vous mettre d'accord avec votre banquier pour dire le minimum sera de 0,5% et le maximum de 2% par exemple. Ça permet en fait de limiter votre gain et de limiter votre perte et ainsi que le banquier ne perde pas trop ou que vous ne perdiez pas trop. Alors, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a choisi d'utiliser des intérêts à taux variable et qui décide d'emprunter 120 000 euros sur une durée de 30 ans. Alors, supposons que pendant 15 ans, son taux reste fixe à 1%, puis que sur les 15 dernières années de son emprunt, son taux soit monté à 2%, qui est sa valeur maximum. Dans ce cas-là, son coût de crédit va lui coûter 18 000 euros sur les 15 premières années, puis 36 000 euros sur les 15 dernières années. Ainsi, sa somme totale à rembourser sera de 174 000 euros. Donc sa mensualité passera de 433 à 533 euros. Donc si c'est une personne qui avait acheté un bien par exemple ou avec un loyer de 600 euros, eh bien vous voyez qu'ici ses bénéfices vont avoir une perte de 100 euros par mois sur les 15 dernières années parce que les taux ont augmenté et cette personne a donc perdu de l'argent en pariant sur des taux annuels variables. Donc c'est quelque chose d'assez risqué
et que je ne recommande pas, à moins que vous soyez persuadé et d'avoir des preuves et des études qui prouvent que les taux vont encore baisser. Donc pour ma part, je conseille tout de même d'utiliser des taux fixes pour les intérêts afin de profiter et de sécuriser ces taux historiquement bas. Enfin, nous allons parler des assurances liées au crédit immobilier. En effet, lorsque vous allez souscrire un crédit auprès d'une banque, vous allez être dans l'obligation de prendre une assurance qui va vous couvrir en cas de pépins graves qui peuvent aller jusqu'au décès. En fait, cela va vous permettre de vous sécuriser, soit vous, si vous tombez par exemple dans une invalidité qui vous empêche de travailler, donc de rembourser vos crédits, et de protéger vos proches en cas de décès. Alors, quand vous allez donc signer votre contrat de prêt, votre banquier va vous dire, voilà, donc ça c'est vos mensualités sans intérêt, vos mensualités avec intérêt et vos mensualités avec assurance. Mais ce qu'il ne va souvent pas vous dire, c'est qu'il n'est pas obligatoire de choisir l'assurance de la banque dans laquelle vous souscrivez le prêt. C'est-à-dire que si voilà, vous trouvez que les frais d'assurance sont trop élevés, vous pouvez choisir d'aller voir d'autres banques qui ont peut-être des prêts plus avantageux. Il y a même des banques en ligne ou des assureurs en ligne qui proposent de très bonnes assurances à moindre coût. Donc je vous conseille vraiment de vous intéresser à ce qu'il se passe autre part que dans la banque dans laquelle vous souscrivez le prêt pour voir si vous ne pouvez pas trouver moins cher ailleurs et ainsi diminuer vos mensualités et ainsi augmenter vos bénéfices. Bon, maintenant fini avec cette partie qui concerne le financement d'un bien à l'aide d'un prêt immobilier et nous allons maintenant passer à la partie qui concerne l'apport personnel, donc c'est-à-dire le capital dont vous disposez sur votre compte bancaire. En effet, il est possible d'acheter un bien immobilier sans emprunter. Si vous disposez des fonds nécessaires pour acheter immédiatement votre bien, eh bien rien ne vous en empêche. De plus, les vendeurs vont toujours préférer quelqu'un qui achète un bien immobilier avec soit 100% de l'apport personnel, soit avec un petit peu d'apport personnel. En effet, c'est une sécurité parce qu'il n'y a pas le doute que votre banquier vous refuse votre prêt immobilier. Donc c'est quelque chose que les vendeurs vont fortement apprécier. Et comme je viens de le dire, il est possible de payer uniquement une partie du bien et de compléter avec un prêt. Donc voilà, même si vous ne disposez pas d'un gros capital, vous pouvez tout de même financer une partie de votre bien avec l'apport personnel. Donc on va voir pourquoi il peut être intéressant de financer une partie du bien avec un apport personnel. Je vais illustrer ça avec un exemple. Si on prend voilà, quelqu'un qui a repéré un bien qui vaut 100 000 euros, frais de notaire inclus, et qu'il dispose de 30 000 euros à investir sur le marché de l'immobilier, il va donc devoir emprunter 70 000 euros pour compléter son apport personnel. Ainsi, ses mensualités hors intérêt, si on estime qu'il emprunte sur 15 ans, seront de 389 euros. Donc voilà, ce sont des mensualités qui vont être assez faibles et qui vont favoriser l'autofinancement du bien. Prenons maintenant quelqu'un qui a moins d'apport personnel, donc qui n'a que 10 000 euros, mais qui souhaite acheter le même bien, il va devoir emprunter 90 000 euros. Et donc logiquement, s'il emprunte sur la même durée, donc sur 15 ans, il va avoir des mensualités plus élevées qui s'élèvent à 500 euros, et donc l'autofinancement sera plus compliqué, où il réalisera moins de bénéfices. Donc, vous voyez bien à travers cet exemple que l'apport personnel permet soit de limiter la durée d'emprunt, soit de diminuer les mensualités et donc d'augmenter les bénéfices. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant. Cependant, je vais déconseiller lorsque vous achetez votre premier bien immobilier de compléter avec un apport personnel. En effet, je conseille de faire travailler l'argent des autres pour vous et donc d'emprunter le maximum que vous pouvez en favorisant les frais à 110% pour ne pas avoir à investir le moindre euro. En effet, voilà, si vous disposez de 30 000 euros de capital, eh bien, soit vous allez les garder de côté pour pallier un imprévu, soit cela va être très intéressant pour un achat immobilier futur. En fait, au fur et à mesure que vous allez emprunter,
Donc, par exemple, si vous cumulez déjà 3 emprunts immobiliers, votre banquier va peut-être vous dire: «Ah oui, ça commence à faire beaucoup, je suis pas sûr, de pouvoir vous accorder, un prêt à 100 000 euros.» Dans ce cas, vous allez dire: «Eh bien, très bien, dans ce cas, j'investis mes 30 000 euros que j'ai sur mon compte bancaire et vous ne me prêtez plus que 70 000 euros.» Donc vous voyez, dans cette politique, de négociation avec votre banquier, peut-être que cela va vous aider à avoir votre quatrième emprunt. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer comme un bonus et comme, quelque chose, qui donne matière à négocier, en fait, avec votre banquier. De plus, pour, ce type, de somme comme 10 000 euros, 30 000 euros, voilà, vous avez d'autres manières de les investir. Je pense notamment à la bourse qui peuvent être quelque chose de, très intéressant. Donc vraiment, je conseille de ne pas utiliser, d'apport personnel si cela n'est pas nécessaire car, voilà, ça va être, un moyen de conserver une plus grosse trésorerie, ce qui est toujours intéressant. Alors voici maintenant, l'heure, du bilan et de mes conseils pour clôturer cette formation. Alors je le redis, voilà, encore une fois, le choix de votre source de financement ne dépend que de vous et de votre situation personnelle. Voilà, moi j'essaie, de vous donner des conseils qui sont applicables, dans la plupart, des cas, dans la plupart des situations. Cependant, chaque situation est particulière. Voilà, quelqu'un qui est extrêmement fortuné, qui gagne par exemple 200 000 euros par mois, eh bien mes conseils, d'emprunter à 110 avec différé, lui ça va pas forcément être intéressant et peut-être qu'il est préférable pour lui d'investir comptant. Donc voilà, c'est quelque chose, qu'il faut avoir en tête, c'est que cela dépend uniquement de vous et de votre situation personnelle. Cependant, voici ma liste de conseils généraux qui, je pense, peuvent s'appliquer au plus grand nombre. Alors, je vais vous conseiller d'emprunter sur une durée, assez longue afin, d'avoir des mensualités qui diminuent. Si vos mensualités diminuent, vos revenus locatifs mensuels vont augmenter et vous allez ainsi favoriser l'autofinancement de votre bien et même réaliser des bénéfices. Donc ça peut être vraiment intéressant d'emprunter sur une longue durée. Cependant, il faut faire attention à ce que votre coût de crédit ne soit pas non plus exorbitant. Il faut donc trouver le bon compromis, mais je pense qu'emprunter sur une longue durée est vraiment très intéressant. Nous avons aussi vu que demander un différé, donc c'est-à-dire de ne pas payer vos mensualités pendant par exemple 12 ou 24 mois, va être très intéressant pour vous car vos premiers revenus liés à votre bien immobilier vont être plus importants ou alors vous allez limiter vos pertes si vous avez des travaux qui durent assez longtemps. Ainsi, vous allez soit créer une trésorerie en, obtenant des revenus importants très vite, soit vous allez limiter vos pertes, ce qui est extrêmement important car je le rappelle, la règle de base dans l'immobilier, c'est d'apprendre avant tout à ne pas perdre d'argent. Je conseille aussi, de ne pas utiliser d'apport et donc, de, tout faire passer sur vos emprunts. En effet, il est très important de laisser l'argent de la banque travailler pour vous, car non seulement, vous allez pouvoir faire travailler de l'argent qui ne vous appartient pas, mais en plus cela va être intéressant du point de vue des impôts. En fait, vous pouvez vous renseigner, ou alors je réaliserai des formations, sur les avantages, fiscaux de certaines situations. Mais il y a la situation de loueur meublé non professionnel qui va vous permettre de déduire les intérêts, de votre prêt de vos impôts. Donc ça va être quelque chose de très intéressant, car non seulement l'argent qui va travailler ne sera pas le vôtre, mais en plus cela va vous permettre de payer moins d'impôts. Donc je conseille vraiment de ne pas utiliser, d'apport et de ne pas utiliser d'argent personnel ou le moins possible, bien sûr, car si vous êtes obligé d'utiliser de l'apport, eh bien faites-le. Mais je conseille vraiment d'utiliser, le moins d'apport possible afin, d'obtenir un maximum de rentabilité. Enfin, nous avons vu l'option du prêt à 110. C'est une option qui est extrêmement intéressante car, vous n'allez justement utiliser aucun apport, et cela va vous permettre de garder votre trésorerie et d'investir même sans capital. Donc pour conclure, je vous conseille d'utiliser un prêt en prenant un prêt à 110 et en demandant un différé.
Pour moi, si vous réussissez à convaincre votre banquier d'avoir un différé et un prêt à 70, vous partez vraiment sur de bonnes bases dans l'investissement à but locatif. Vous savez donc maintenant quelles sont les différentes sources de financement possibles pour un bien immobilier et lesquelles sont les plus intéressantes pour un investissement à but locatif. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite le meilleur dans votre vie d'investisseur immobilier.